L'histoire commence avec une scène terrifiante. Le sol tremble violemment dans une vieille mine sombre. Les ouvriers hurlent qu'un énorme tremblement de terre frappe. Ils courent partout, s'avertissant que la mine va s'effondrer. La panique règne, des pierres tombent du plafond. Au milieu de tout ça, on voit une fille terrifiée passer. Alors qu'elle s'approche, un énorme feu éclate. La mine se transforme en un tas de débris, engloutissant tout sur son passage. Puis on coupe à la place du village, et c'est encore pire. On voit la foule entourant cette même fille. Des gardes l'ont ligotée, hurlant qu'elle pratique la magie noire. Ils annoncent à tous qu'elle est une sorcière maudite. La foule commence à crier de rage. On voit la haine dans leurs yeux, exigeant sa mort, chantant ensemble que cette sorcière doit mourir maintenant. Plus loin, sur le balcon VIP, on voit Boris. C'est un homme grassouillet et avide, buvant et discutant avec le commandant Carter. Il lui dit que le prince Roland est trop occupé et ne viendra même pas pour cette exécution. Boris ajoute sarcastiquement qu'il ne sortira probablement même pas du lit. Il mentionne que le prince pense que cette ville frontalière est infestée de sorcières et qu'il envisage de retourner au Château Gris au lieu de rester dans cette décharge déprimante. Ensuite, on voit Barov, l'assistant du prince, marcher dans le couloir. Il croise la servante Tyre qui lui demande où est le prince. Elle chuchote qu'il est toujours inconscient. Barov ne l'accepte pas. Il entre dans la chambre en appelant le prince Roland. Il panique un peu, essayant de le réveiller, lui disant qu'il est très tard et que tout le monde attend son verdict sur la place. Notre héros ouvre les yeux, complètement choqué et confus. Il regarde autour de lui, perdu, se demandant « Où suis-je » ? Comment suis-je arrivé ici ? Le prince entend les mots « verdict » et « exécution » et est totalement perdu. Il pense rêver, mais en touchant ses mains, il réalise que c'est trop réel. Ce n'est pas juste un cauchemar. Roland regarde Barov et des souvenirs étranges surgissent dans sa tête. Il le reconnaît et l'appelle Barov. Barov est déconcerté par l'attitude du prince, mais promet qu'il est son fidèle serviteur. Il lui rappelle que c'est l'heure de l'exécution et qu'ils doivent faire face à la foule. Le prince décide de jouer le jeu jusqu'à ce qu'il comprenne. On le voit marcher lourdement à côté de Barov, encore perturbé d'être dans le corps de ce gars, se demandant « Que m'est-il arrivé ?» Dès que le prince arrive sur le balcon, la foule s'enflamme, l'acclamant comme leur sauveur. Roland regarde en bas et voit la fille avec un nœud coulant autour du cou. C'est Anna, la fille qu'ils ont accusée de magie. Barov s'avance en exigeant l'ordre tout de suite. Roland lui demande, abasourdi, « Attends, cette fille sans défense est la sorcière dont tu parlais ?» Barov confirme que c'est elle. À ce moment-là, Roland pense que toute cette chasse aux sorcières n'a aucun sens. Il essaye d'esquiver la situation, disant qu'il est malade et veut reporter ça à un autre jour. Il dit à Barov de disperser la foule, mais le commandant Carter intervient rapidement, disant que ce n'est pas une blague. Il l'avertit que s'il ne l'exécute pas maintenant, elle attirera d'autres sorcières et causera un désastre. Roland regarde Carter et se souvient que c'est Carter Lannis, son capitaine. Roland sourit, lui disant qu'il ne devrait pas avoir si peur. Il ajoute que si d'autres sorcières apparaissent, c'est même mieux pour les capturer tout en même temps. Carter et Barov se regardent, totalement choqués par ce retournement de situation. Pendant ce temps, la foule commence à grogner, se demandant pourquoi le prince ne tue pas cette sorcière maudite. On revient à l'intérieur de la maison où Roland est assis, essayant de comprendre sa nouvelle situation. On le voit analyser tout ce qui l'entoure. Il réalise qu'il est maintenant dans le corps d'un prince totalement irresponsable, coincé dans un pays sans valeur au milieu d'une société super primitive et ignorante. Roland sait que cette époque est en gros le Moyen-Âge, rempli de luttes de pouvoir brutales entre frères et sœurs. Il se demande ce qu'il peut faire dans tout ce chaos et cette stupidité, et quel est son véritable rôle dans ce nouveau monde. À ce moment-là, notre garçon décide de faire face à la réalité et d'accepter son destin. Il déclare fièrement et audacieusement qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus son ancien lui. Il est maintenant Roland Wimbledon, le prince qui va complètement changer la donne. On voit Roland se regarder dans le miroir, se disant que puisqu'il est ici, il doit utiliser chaque once de science et de connaissance qu'il a pour construire un monde complètement nouveau et différent. Soudain, son assistant Barov entre, le saluant et disant qu'il est venu parce que le prince l'a appelé. Roland le regarde calmement et lui dit de s'asseoir pour parler d'un sujet important.
Barov commence à parler et on voit la panique et la confusion sur son visage. Il demande au prince pourquoi il a arrêté l'exécution de la sorcière hier, l'avertissant que tout cela est super dangereux, urgent et ne peut pas être retardé. Roland le regarde froidement et demande « Pourquoi ?» Ici, Barov sort une étrange pièce ou un amulette et la dépose devant le prince. Il explique que leur garde a repéré des sorcières dans la forêt de l'Ouest et a trouvé cette amulette là-bas. On voit Roland la prendre, l'air très concentré. Barov continue, disant que cette amulette est l'œil du démon de la Montagne Sainte, le logo officiel de l'association de coopération des sorcières. Roland demande ce qu'est cette association, et Barov explique que c'est un groupe qui rassemble des sorcières, visant à les unir pour trouver la légendaire Montagne Sainte. Barov dit aussi au prince que les légendes disent que les sorcières y trouveront la paix éternelle. C'est pourquoi ce groupe essaye constamment de transformer des filles innocentes en sorcières. Il pense même qu'elles sont à l'origine des bébés disparus au port de Clearwater. Roland commence à faire le lien et demande à Barov s'il a peur que ce groupe vienne libérer la sorcière capturée. Barov confirme, disant que ces sorcières sont totalement folles et feraient littéralement n'importe quoi pour ne laisser personne derrière. Barov supplie le prince d'annuler l'ordre d'exécution au plus vite pour éviter le drame, expliquant que ces sorcières ont des pouvoirs terrifiants et que les chevaliers du royaume pourraient ne même pas avoir de chance contre elles. Roland se perd un instant, puis demande « Comment l'avez-vous attrapée si elle est si forte ?» Barov raconte l'histoire, expliquant qu'il y a quelques jours, lorsque la mine s'est effondrée, cette fille a montré son vrai visage et a utilisé sa magie. Il dit qu'elle a libéré un feu infernal qui a brûlé un pauvre gars si mal que son corps et sa tête ont littéralement fondu au sol comme de la cire. Ici, Roland prend une décision choquante et lui dit qu'il veut la voir lui-même. Barov est stupéfait par la demande, lui demandant avec incrédulité comment il peut la rencontrer. Mais Roland reste ferme dans son choix. Le prince Roland demande pourquoi ils exécutent les sorcières par pendaison, notant que c'est généralement par le feu. Barov explique que cette fille en particulier n'a pas peur du feu et que cela ne l'affecte même pas. Alors qu'ils atteignent la prison et s'en approchent, le commandant Carter essaie d'empêcher le prince d'agir de manière imprudente. Il l'avertit qu'elle est une sorcière maléfique et que le médaillon des dieux qu'elle porte pourrait ne pas suffire à le protéger. Roland le regarde comme un vrai chef, lui disant qu'un homme qui veut vaincre le mal doit l'affronter de front. Il dit à son commandant que la justice ne devrait pas seulement cibler les faibles et ignorer les véritables menaces. Carter se tait, se sentant impuissant, et accepte de suivre ses ordres. On coupe ensuite au sombre et glacial couloir de la prison. Nous voyons le prince Roland marcher parmi les gardes, avec Carter et Barov à ses côtés, jusqu'à la cellule de la fille, Anna. Anna est attachée avec de lourdes chaînes de fer, complètement épuisée. Roland dit à Carter de se calmer et de reculer. Il s'approche de la fille, se présente et lui dit qu'il est le 4e prince du royaume du Château Gris. Le prince lui demande son nom et elle répond qu'elle s'appelle Anna. Roland feint de s'intéresser et lui demande de lui raconter son histoire et ce qui s'est passé à la mine ce jour-là. Nous voyons la tristesse sur le visage d'Anna alors qu'elle explique que son père était mineur. Quand la mine s'est effondrée, elle a couru pour le sauver et l'a trouvé piégé sous les décombres. Anna continue en disant qu'un autre ouvrier a profité du chaos pour essayer de voler l'argent de son père. Cet argent était toutes leurs économies dont ils avaient besoin pour survivre. Anna dit au prince que lorsqu'elle a vu le voleur menacer de tuer son père avec une hache, elle a perdu le contrôle et l'a tué avec ses pouvoirs magiques. Roland lui demande pourquoi elle a été arrêtée. Anna dit que quelqu'un l'a dénoncée. À ce moment-là, Barov intervient et dit au prince que celui qui l'a trahi était son propre père. Roland est totalement choqué par l'horreur de la situation, mais Barov explique que c'était par pure cupidité, car celui qui dénonce une sorcière reçoit une prime de 25 pièces d'or. Comme le père était handicapé, cet argent lui garantirait une vie facile. Roland se tourne vers Anna et lui demande comment une petite fille comme elle a pu tuer un homme adulte. Anna lui répond amèrement qu'elle a utilisé ce qu'ils appellent la magie noire. Le prince Roland lui demande de lui montrer cette magie. Carter et Barov paniquent, lui avertissant que le médaillon autour de son cou scelle ses pouvoirs et la libérer serait un désastre total. Anna regarde le prince avec défi, lui disant que sa curiosité pourrait lui coûter la vie. Roland rétorque avec confiance, lui faisant savoir que si elle était vraiment un démon, son père serait le mort en ce moment, pas lui. Roland s'approche encore plus d'Anna.
On le voit saisir la chaîne autour de son cou, disant à tous qu'il veut connaître la vérité. Est-elle une victime innocente ou un démon jouant son rôle? À ce moment-là, nous voyons Roland arracher le médaillon magique et Anna commence à projeter de lourdes flammes de son corps. Le feu remplit la cellule et Barov et Carter essaient d'entraîner le prince, terrifiés. Carter crie au prince qu'ils doivent fuir, mais Roland reste ferme, lui disant qu'il n'y a rien à craindre. On le voit pointer le feu qui ne le brûle pas et ne l'affecte pas du tout. Roland leur explique qu'Anna contrôle complètement les flammes et qu'elle n'a pas l'intention de blesser qui que ce soit. Nous voyons Anna se tenant au milieu du feu, terriblement calme. Anna regarde le prince, lui disant désespérément que sa curiosité doit être satisfaite maintenant, et lui demande de mettre fin à sa souffrance et de la tuer sur le champ. Le prince Roland s'avance vers elle, lui disant avec confiance qu'il ne va pas la tuer et qu'il veut en fait qu'elle travaille pour lui. Ensuite, nous voyons notre ami Roland plonger dans ses pensées, venant d'un monde totalement différent. Il pense aux lois de la physique, en particulier à la deuxième loi de la thermodynamique. Il réalise que les sorcières dans ce monde brisent complètement toutes ces règles. Elles peuvent littéralement créer de l'énergie à partir de rien, sans aucune limite. Cela lui fait réaliser que le pouvoir des sorcières est le moyen le plus rapide de renverser ce monde primitif. En plein milieu de ses pensées, il entend un coup à la porte. Son assistant Barov entre, le salue et dit « Bonjour votre Altesse ». Roland regarde Barov et lui demande s'il a pris soin de la tâche qu'il lui a confiée. Barov confirme que tout est en ordre, disant que l'exécution de la sorcière a eu lieu exactement à midi. Il ajoute qu'ils ont complètement couvert son visage, donc personne dans la foule n'a remarqué qu'elle n'était pas la vraie sorcière. Roland est très impressionné par les résultats, lui disant « Parfait ». Puis il demande immédiatement à Barov de préparer des rapports très détaillés. Le prince lui demande un résumé de tous les contrats commerciaux, des impôts et des dépenses fixes des 10 dernières années. Barov est choqué et demande au prince à quoi il a besoin de toutes ces données. Roland le fixe froidement, lui disant qu'il ne veut pas de questions pour l'instant. Il a juste besoin que le travail soit fait rapidement. Soudain, le visage de Barov s'illumine de joie, disant au prince qu'il prend enfin au sérieux le décret de son père pour le trône. Roland commence à penser à ses frères et sœurs et à la mission que leur père leur a confiée. On apprend que son frère Gérald a Coldwind Ridge comme une base militaire importante. Son frère Timothy dirige Valence, qui est en gros le centre économique du royaume. Sa sœur Garcia contrôle le grand port commercial de Clearwater, tandis que son autre sœur Tilly gère Silver City, le véritable centre culturel. Et en retour, notre garçon a été laissé dans cette ville frontalière abandonnée et délabrée. Roland demande directement à Barov quelles sont ses chances de gagner cette guerre. Barov est brutalement honnête, expliquant que les territoires de ses frères et sœurs ont d'énormes avantages. Comparé à eux, il est incroyablement difficile d'obtenir un vrai succès dans cette ville frontalière. Il lâche aussi la dure vérité que le comportement passé du prince et sa mauvaise réputation parmi les nobles ne lui donnent aucun avantage dans cette course. Mais Roland pense 2 coups d'avance, élaborant un grand plan pour sécuriser ce trône. Ensuite, on coupe à un couloir du château où le commandant Carter attend Barov. Il lui demande ce que le prince a dit exactement. Barov passe à côté, complètement dans ses pensées, alors Carter le rattrape en le prévenant que toute cette situation de sorcière est totalement folle. On coupe ensuite au jardin où on voit Anna se détendre tranquillement. Barov s'approche d'elle en tenant un papier, lui disant que c'est juste un contrat d'emploi ou un accord. Il explique qu'une fois qu'elle aura signé la dernière page, elle et le prince auront une relation de travail totalement égale. Anna est super confuse par le mot « égalité ». Barov continue de parler, lui faisant savoir que le prince a spécifiquement insisté sur ce point. Puis, Roland apparaît, appelant Anna et entrant dans le jardin avec une grande classe. Roland s'approche d'elle et lui demande si elle a bien dormi la nuit dernière. Elle répond timidement qu'elle allait bien. Le prince lui dit qu'il aurait vraiment aimé qu'elle puisse se reposer plus longtemps après tout ce qu'elle a traversé, mais le temps est très limité, promettant de se rattraper plus tard. Anna le regarde totalement confuse alors qu'il se promène dans le vaste jardin. Elle commence à demander au prince pourquoi il l'a même sauvée, considérant qu'elle a tué l'homme et devrait être punie. Roland explique que ce qu'elle a fait dans la mine était de la pure légitime défense, et que n'importe qui à sa place aurait fait exactement la même chose pour protéger sa famille. Anna répond désespérément que même s'il lui pardonne, elle est toujours une sorcière. Roland s'approche d'un buisson, cueille une belle fleur et la lui tend.
On voit Anna admirer sa beauté, mais soudain, Roland lui dit d'un ton très sérieux que cette fleur est hautement toxique. Anna panique et la laisse tomber immédiatement. À ce moment-là, Roland éclate de rire, lui disant qu'il se moquait d'elle et expliquant que tout le monde sait que cette fleur n'est pas du tout toxique. Il commence à faire passer son message, lui disant que le cœur de la fleur n'a jamais changé. La seule chose qui a changé, c'est son point de vue basé sur ce qu'il a dit. Il explique que la même logique s'applique aux sorcières. De son point de vue, son pouvoir est comme cette fleur, un produit de la nature, ni intrinsèquement bon, ni mauvais. Mais elle lui dit que son pouvoir est vraiment terrifiant et pourrait tuer quiconque s'approche. Elle admet que l'Église a raison et que les sorcières sont littéralement l'incarnation du mal, finissant par le supplier de la tuer et d'en finir. Mais Roland la regarde en disant que si elle veut vraiment mourir, c'est son droit. Mais il lui fait comprendre que mourir n'est pas une solution, c'est juste fuir. Roland lui propose alors une seconde option, lui demandant de l'aider à construire un tout nouveau monde où les sorcières peuvent vivre librement sans aucune peur. Un monde où ils n'auront plus à se cacher ni à avoir honte de qui ils sont. Un monde où ils peuvent utiliser leur pouvoir pour aider les gens et guérir la douleur de ce monde. Anna commence à pleurer, disant au prince qu'elle voulait juste retourner à l'école, lire avec ses camarades et chanter dans les champs. Elle révèle que son rêve ultime est de devenir enseignante comme Monsieur Karl, passer du temps avec des enfants et leur apprendre à lire et à écrire. Elle demande au prince d'une voix pleine d'espoir si ce rêve pourrait vraiment se réaliser. Roland plonge son regard dans ses yeux avec une confiance totale et dit « Absolument ». Il lui dit que cela va arriver tant qu'ils travaillent ensemble. Ensuite, on voit le prince Roland enseigner à la sorcière Anna comment contrôler ses pouvoirs. Il explique qu'elle doit s'entraîner à cet endroit précis pour rester complètement sous le radar. Il lui fait savoir que son objectif principal est d'avoir un contrôle absolu sur chaque détail de sa magie, que ce soit la température exacte ou la puissance de ses flammes. Il lui conseille aussi d'être très prudente pendant l'entraînement pour ne pas brûler à nouveau ses vêtements ou mettre le feu à quelque chose à proximité. Juste après, on voit Roland se détendre dans son bureau, ayant l'air complètement épuisé car il a passé la nuit à étudier ses rapports. Son assistant, Barov, entre avec une expression sérieuse, lui disant qu'il doit être mort de fatigue après être resté éveillé toute la nuit. Roland commence à expliquer à Barov ce qu'il a découvert. Il lui dit qu'il a lu le rapport de l'année dernière et a réalisé que la seule industrie qui vaut quelque chose dans cette ville frontalière, c'est l'exploitation minière. On le voit feuilleter les documents en expliquant qu'ils extraient d'énormes quantités de roches, de minerais et de pierres précieuses. Mais la révélation choquante que Roland fait à Barov, c'est que le rapport financier montre que le revenu annuel de la ville est littéralement nul. Roland explique que les bénéfices couvrent à peine les coûts d'exploitation. Encore plus fou, il n'y a aucune donnée sur la vie des citoyens ou leurs impôts. Et surtout, cette ville frontalière n'a absolument aucune agriculture. Roland commence à s'excuser auprès de Barov pour avoir traîné dans le passé, admettant qu'il se noyait dans une vie de luxe et de fête, tout en le laissant avec tout le travail lourd. Mais il lui promet qu'à partir d'aujourd'hui, il a fini de fuir. Il va être le vrai leader. Il demande à Barov de rester à ses côtés et de l'aider. Barov est super excité, promettant sa loyauté et de faire tout ce qu'il faut. Il confronte ensuite le prince avec la dure réalité de la crise alimentaire massive causée par Boris. Roland sourit sarcastiquement, disant qu'il pensait en fait que Boris était un gars décent. Il se dit qu'il est sûrement amer parce que Roland lui a pris la ville. Mais en réfléchissant logiquement, Roland dit que puisque la ville frontalière appartenait à Boris, il était normal qu'il essaie de vendre les minerais à un prix juste. Barov révèle alors la vérité amère au prince. Il explique que Boris et tous les nobles qui régnaient sur cette ville avant possèdent en réalité des domaines à Longsong Stronghold. Tous leurs véritables intérêts sont là-bas. À cause de cela, ils n'ont jamais eu l'intention d'améliorer cette ville frontalière. Ils se sont juste considérés comme des surveillants, venant ici pour extraire les minerais et les expédier à leur patron à Longsong pour une part des bénéfices. Roland prend immédiatement une décision audacieuse, disant à Barov que cette blague prend fin maintenant. Il lui ordonne de fermer toutes les opérations commerciales avec Longsong Stronghold immédiatement. Il lui fait aussi savoir qu'ils vont commencer un véritable commerce, expliquant que tous les minerais prêts à être expédiés seront vendus directement à Sol City contre de l'argent liquide, afin qu'ils puissent enfin acheter le grain et la nourriture dont ils ont besoin.
Barov est très inquiet que Sol City refuse d'acheter ces énormes quantités. Mais Roland lui propose un retournement de situation génial. Il lui dit qu'il va leur vendre à moitié prix du marché. Il explique que cette marge bénéficiaire incroyable les fera accepter instantanément, donnant rapidement à la ville un énorme flux de trésorerie et leur permettant de dominer le marché. Roland analyse toute la situation dans sa tête, trouvant finalement une solution au problème des monstres en hiver aussi. Il réalise que pour vraiment s'installer, construire son royaume et rivaliser pour le trône, il doit résoudre ce problème de monstres à la racine. Il dit à Barov de convoquer le commandant Carter. On voit Carter entrer avec 3 gars, disant au prince que ces types ont survécu 5 saisons entières des mois de démons ici même en ville. Carter explique que 2 d'entre eux sont des capitaines de patrouille qui étaient chargés du signal d'alerte, tandis que le 3e est un chasseur redoutable qui a réussi à tuer 2 monstres entièrement seul. Un éclaireur terrifié explique que dès qu'ils voient des monstres sortir de la forêt, ils allument immédiatement le phare et s'échappent en bateau vers le fort Longsong. Roland demande si la rivière est sûre. L'éclaireur répond qu'elle est profonde et que le courant est très rapide et il n'a jamais vu un seul monstre traverser. L'éclaireur continue amèrement, disant à Roland que ces mois durent généralement 2 à 3 mois et la neige ne fond pas avant le printemps. Il raconte une tragédie brutale d'il y a 2 ans, quand la saison a duré 4 mois entiers, provoquant la famine de nombreuses personnes. Roland est choqué et leur demande « N'étiez-vous pas à l'intérieur du fort Longsong ?» L'éclaireur explique durement que Longsong ne donne de la nourriture qu'en échange de minerais livrés. Une fois les minerais épuisés et les monstres bloquant leur retour aux mines, les nobles les ont laissés mourir de faim sans lever le petit doigt. Roland se tourne vers le chasseur, lui demandant des détails sur les monstres qu'il a tués. Le chasseur lui dit qu'il a abattu un loup et un sanglier. Il explique que ces bêtes sont à l'origine des animaux normaux, mais le brouillard corrompu renforce leurs instincts primitifs, les transformant en véritables cauchemars. Le chasseur précise que la peau du sanglier devient si dure que les flèches ne peuvent même pas la percer, et les loups deviennent si rapides qu'ils nécessitent des pièges spéciaux. C'est exactement pourquoi les murs du fort Longsong peuvent réellement les arrêter. Roland remarque que les traits du chasseur semblent un peu différents, alors il demande à Carter qui il est. Carter répond qu'il est un exilé de la Nation du Sable. Roland regarde le chasseur avec un respect total, lui disant qu'il se fiche d'où il vient. Tant qu'il est dans cette ville frontalière, il fait partie de son peuple. Il lui dit de garder la tête haute et de dire son nom avec fierté. Le chasseur regarde le prince et lui dit que son nom est Iron Axe. Roland lui promet une grande récompense pour son courage, lui lançant à lui et aux éclaireurs 10 pièces d'argent chacun et leur ordonne de partir. Ensuite, Roland attrape Carter et il se dirige vers le bord d'une falaise, surplombant toute la ville. Roland demande à Carter la distance entre la mine et la rivière. Carter lui dit qu'elle est d'environ 600 mètres. Carter commence à sentir que le prince pense à quelque chose de totalement fou, lui demandant directement « Prévois-tu vraiment de passer l'hiver ici ?» Roland le fixe fermement dans les yeux, déclarant qu'il va absolument passer l'hiver dans cette ville frontalière avec les 2000 citoyens et qu'il a déjà un plan maître. Il regarde la vaste terre devant lui, disant à Carter qu'ils vont protéger cette ville en construisant un grand mur que personne ne pourra jamais franchir. Ensuite, on entend la voix de Barov parler du passé du prince Roland Wimbledon. Il nous dit qu'autrefois, dans le château gris, la réputation du prince était complètement désastreuse. Il était en train de sombrer dans un mode de vie paresseux et totalement désordonné, loin de se comporter comme un véritable noble. Barov souligne aussi qu'il y a un fossé impossible entre lui et ses frères et sœurs, qui étaient littéralement des années-lumière devant lui. Barov continue en admettant que si le roi ne lui avait pas promis le poste de ministre des Finances après cette guerre, il n'aurait jamais accepté de venir dans cette décharge pour aider un perdant comme lui. Mais soudain, son ton change. On voit Barov complètement abasourdi par le changement radical de la personnalité de Roland, nous disant que ce changement massif a commencé le jour où Roland a sauvé la sorcière, Anna. Barov admet qu'au début, il pensait que le prince racontait des balivernes, mais quand il l'a vu veiller toute la nuit, étudier les finances et élaborer des stratégies commerciales géniales comme la route de la soie, il a su que cela n'avait rien à voir avec l'ancien prince imprudent. Roland commence à établir un grand plan à long terme pour améliorer la ville frontalière, mais Barov l'avertit nerveusement que tout cela ne signifie absolument rien s'ils ne peuvent pas survivre au mois de démons qui arrive cet hiver.
Il révèle que le prince veut construire un immense mur de 600 mètres en seulement 3 mois, ce qui, aux yeux de Barov, est littéralement impossible. On coupe alors directement au chantier. On voit Roland ordonner aux ouvriers de transporter du calcaire et de l'argile de la mine de la montagne du Nord. Il leur dit qu'ils doivent casser la pierre, la mélanger avec l'argile et l'étendre sur le sol. Ensuite, on voit Anna entrer. Roland lui demande d'utiliser sa magie pour faire exploser ce mélange avec une chaleur incroyablement élevée. Juste après, il ordonne au commandant Carter de mélanger un ratio spécifique de poudre de gypse dans le lot brûlé. Carter regarde le prince, totalement confus, demandant ce qu'il est en train de faire. Roland sourit simplement, lui disant que c'est une toute nouvelle recette chimique. Il dit fièrement à Anna qu'il s'apprête à lui montrer la magie de la science. Roland ordonne à Carter de mélanger cette poudre avec de l'eau et de la verser dans les interstices des pierres, lui promettant qu'au matin, ces pierres deviendront un mur solide que personne ne pourra briser. Anna regarde le prince avec admiration, lui disant qu'elle croit tout ce qu'il dit. On le voit totalement émerveillé, disant au prince que s'ils utilisent ça, ils pourraient construire un mur autour du royaume en 5 ans. Roland répond avec classe, expliquant qu'il y a des choses bien plus importantes à construire maintenant. Roland dit à Carter que cette poudre s'appelle du ciment, le mettant en charge de finir le mur en 3 mois. Mais un peu plus tard, on voit Roland devant le mur, très déçu, lui disant que les progrès sont beaucoup trop lents. Le mur a l'air terrible et pourrait s'effondrer au premier orage. Barov intervient en rappelant au prince que Carter est un commandant de chevaliers, pas un ingénieur. Construire un mur aussi long nécessite un architecte expert. Il lui dit qu'ils ont désespérément besoin de bâtisseurs et de travailleurs professionnels. Roland prend une décision rapide, ordonnant à Barov de publier des annonces d'emploi dans toutes les villes environnantes. On coupe alors à un homme nommé Karl von Beit, un simple enseignant de la ville. On le voit assis avec une petite fille nommée Nana, qui lui dit avec terreur qu'elle est devenue une sorcière aussi. Karl essaye de la calmer, et juste après, il lit l'annonce du prince à la recherche de travailleurs, bâtisseurs et d'un responsable de site pour une pièce d'or par mois. On le voit prendre sa décision et se diriger vers le prince. Barov dit au prince qu'un enseignant a postulé, affirmant avoir travaillé sur de grands projets. Roland le laisse entrer, et Karl se présente en disant qu'il a fait de l'entretien, construit des palais et rénové des bâtiments publics au Château Gris. Barov devient très suspicieux en disant au prince que ces projets appartenaient à la guilde des bâtisseurs dont les membres ont tous été exécutés après le désastre de l'effondrement du théâtre. Karl répond honnêtement, expliquant que l'effondrement est survenu parce que le chef de la guilde était corrompu. Roland comprend totalement, décidant de lui accorder le pardon et de l'embaucher comme chef bâtisseur de son conseil. Il explique à Karl qu'il veut construire un mur de 600 mètres de long et 4,5 mètres de haut. Karl fait rapidement les calculs, lui disant qu'ils doivent d'abord creuser des tranchées pour stabiliser le mur, le prévenant qu'avec leurs ressources actuelles, cela prendra 3 ans entiers. Roland l'interrompt, déclarant que ce mur doit être terminé avant l'hiver pour les protéger des monstres. Karl est totalement choqué, essayant de trouver des plans de secours en réduisant la hauteur et la largeur du mur. Il dit au prince que s'ils font ça, ils pourraient finir en 1 mois et demi, mais le gros problème est qu'ils ont besoin d'une énorme quantité de pierres taillées, ce qui est impossible à préparer à temps. Roland sourit mystérieusement en disant à Karl que si les matériaux sont le seul problème, alors cela va être trop facile. Il lui dit qu'il a une énorme surprise pour lui. On les voit marcher ensemble alors que Roland s'apprête à révéler comment il va produire ces pierres en masse à des vitesses incroyables en utilisant du ciment et la magie d'Anna. À ce moment-là, Karl prend une grande inspiration et dit au prince qu'il a une demande spéciale. Soudain, Anna entre dans la pièce. Dès qu'ils se croisent du regard, la surprise se lit sur leur visage. Karl appelle Anna avec incrédulité et Anna répond, émerveillée. Roland intervient calmement en demandant à Anna si c'est le professeur dont elle lui a parlé. Anna confirme, disant que la plupart des enfants de la ville frontalière ont appris avec lui et qu'il est vraiment un bon gars. Karl se montre très humble, expliquant qu'il n'est qu'un gars qui enseigne aux enfants à lire et à écrire. Il regarde Anna avec une grande émotion, lui disant qu'il pensait vraiment qu'elle était morte et qu'il avait des cauchemars depuis tout ce temps. Il lui fait savoir qu'il ressent un soulagement indescriptible de la voir vivante. Karl se jette littéralement aux pieds du prince,
le remerciant pour sa miséricorde et sa générosité. Mais Roland lui dit de se relever, expliquant que pour lui, les sorcières ne sont pas des créatures maléfiques et qu'il n'obéirait jamais aux autorités pour tuer des innocents. Se sentant en sécurité, Karl décide de révéler un énorme secret au prince. Il révèle qu'il y a en fait une seconde sorcière ici, dans la ville frontalière. Cette nouvelle frappe Anna comme un camion. Elle n'arrive pas à croire que la petite fille Nana soit aussi tombée dans le piège de la magie. Le commandant Carter et Barov échangent des regards nerveux, réalisant que 2 sorcières dans un petit village comme celui-ci pourraient déclencher une terrible croisade de purification par l'Église. Karl continue de parler, suppliant le prince d'épargner Nana, car elle est encore jeune et innocente. Il lui dit qu'Anna a de la chance d'être protégée par un prince aussi brave. Roland le corrige rapidement, précisant qu'il n'a pas sauvé Anna pour en faire sa servante. Il l'a sauvée parce qu'il avait désespérément besoin de son aide, révélant qu'Anna est celle qui a fabriqué le ciment qui l'a ébloui. Karl est complètement stupéfait par ce qu'il entend. Roland ordonne alors à Karl d'amener Nana au château, garantissant sa sécurité absolue. Barov intervient intelligemment, avertissant le prince d'un obstacle majeur. Il explique que cette fille s'appelle Nana Pine. Ce nom signifie qu'elle n'est pas une roturière. Elle est la fille du baron Tiggy Pine, ce qui signifie qu'elle vient d'une famille noble. Roland réalise à quel point c'est risqué et ordonne à Karl de l'amener demain matin, en agissant comme si elle allait simplement à un cours normal. Il dit à Barov de vider complètement la cuisine pour qu'il puisse la rencontrer là-bas, loin des yeux des serviteurs et des nobles. Le lendemain, nous voyons Nana entrer dans la cuisine, ayant l'air absolument terrifiée. Karl essaye de la calmer et de lui faire saluer le prince. Roland l'accueille avec classe, lui demandant de prendre un siège et lui faisant savoir qu'il veut juste mieux la connaître. Il lui offre des gaufres et des douceurs pour briser la glace et apaiser sa peur. Puis, Anna entre dans la cuisine. Dès que Nana la voit, elle crie de joie, disant qu'elle savait qu'elle était encore en vie et n'a jamais cru aux rumeurs de sa mort. Roland passe directement aux choses sérieuses, demandant à Nana de parler de ses pouvoirs. Nana commence innocemment à expliquer que tout a commencé il y a une semaine, quand elle a essayé de sauver un oiseau avec une jambe cassée. Elle dit qu'elle a senti un liquide collant sortir de ses mains et couvrir l'oiseau, et soudain, l'oiseau s'est guéri et s'est envolé. Roland ordonne au commandant Carter d'acheter des animaux blessés aux chasseurs pour tester les pouvoirs de Nana. Nous voyons ensuite Nana utiliser ce liquide vert étrange, ramenant instantanément un oiseau à la pleine santé. Roland commence à analyser ce pouvoir, réalisant qu'elle peut guérir les blessures et réparer les os, mais qu'il est impossible pour elle de régénérer des membres manquants ou de ramener les morts à la vie. Le commandant Carter regarde avec admiration, disant au prince qu'il comprend enfin ce qu'il prévoit de faire avec ses sorcières. Roland lui dit de ramener Nana chez elle pour l'instant, et de l'amener plus tard pour un entraînement secret. Il explique que si son secret fuit maintenant, tous les nobles se retourneront immédiatement contre lui. Carter demande alors au prince s'il pense vraiment que le mur et les sorcières suffisent pour survivre à l'hiver. Roland répond mystérieusement, lui disant que oui, mais lance un avertissement glaçant que les monstres maudits ne sont pas les seuls ennemis dont ils doivent s'inquiéter. Dans l'ombre, des complots se trament. Cette femme froide entend des nouvelles sur son flotte qui pille des navires marchands et récompense calmement le capitaine. Mais l'euphorie ne dure pas. L'assassinat du prince Roland a totalement échoué. Le poison censé le tuer ne l'a fait que dormir un moment. Elle ne tolère aucune excuse et ordonne immédiatement la pendaison de l'alchimiste responsable de ce poison, donnant à l'assassine une dernière chance. De son côté, le prince Roland construit son royaume à partir de rien. Le mur de la ville est en construction, les provisions sont arrivées et ils ont assez de nourriture pour tout l'hiver. Mais le ministre Barov est terrifié. La réserve s'épuise trop vite et les fonds privés de Roland ne suffiront pas jusqu'au printemps. Avec une confiance folle, Roland parie tout sur le commerce du minerai. Mais Barov craint la réaction du duc Ryan si son approvisionnement en minerai est coupé. Juste avant de finir de parler du duc Ryan, un garde entre en annonçant que l'envoyé de Longsong Stronghold vient d'arriver. Le timing est parfait et un affrontement est inévitable. Roland esquisse un léger sourire, vérifiant que toute la nourriture est bien sécurisée. On dirait qu'il prépare un plan machiavélique pour renverser la situation. Le prince Roland sait que l'arme ultime dans toute négociation est un grand coup de bluff. Il commande un festin royal juste pour impressionner l'envoyé avant même qu'il ne dise un mot.
L'envoyé entre, complètement abasourdi par l'incroyable quantité de nourriture de luxe qu'on ne trouve même pas dans son château. Roland, totalement détendu, mange avec des baguettes en bois, expliquant que c'est une alternative bon marché aux fourchettes en argent et qu'il va apprendre à tout le monde à les utiliser. Et dès que l'envoyé complimente le repas, Roland lâche sa première grosse bombe. J'ai en fait reçu toute cette nourriture aujourd'hui de Willowtown. Le message est clair, je n'ai pas besoin de vous pour nourrir mon peuple. L'envoyé se met enfin au travail, demandant des nouvelles des expéditions de minerais retardés qu'ils étaient censés échanger contre de la nourriture. Mais Roland a déjà une excuse en béton prête. Il lui dit que la mine s'est effondrée, donc la production est complètement à l'arrêt, et il refuse d'échanger le peu de minerais qu'il a contre les rations de nourriture médiocre du château qui laissent son peuple affamé. Roland renverse complètement la situation, déclarant que l'ancien système d'échange est officiellement mort. Il révèle avoir vendu le minerai à Willowtown pour de l'or massif et acheté assez de nourriture pour tout l'hiver. L'envoyé essaie de faire valoir que Willow est trop petit pour réaliser un vrai profit et que son bastion est le marché ultime, mais Roland l'attire dans son piège. Et voici le coup de maître. Roland propose de leur vendre le minerai avec une remise de 30% sur le prix du marché. Comme ça, l'envoyé marchand avide commence à saliver devant les marges de profit incroyables et va sûrement essayer de convaincre le duc. Juste avant que l'envoyé parte, il essaie de jouer les malins, le mettant en garde contre l'hiver brutal et lui conseillant de fuir vers le bastion de Longsong. Mais Roland le cloue au sol avec une décision incroyable. Je ne vais nulle part. Je construis un mur pour protéger ma ville cet hiver, et je fais de cela la nouvelle frontière du royaume du Château Gris. Le prince imprudent s'est instantanément transformé en roi bâtissant son empire, et personne n'a encore réalisé le choc. Sous la pluie battante, Roland renvoie l'ambassadeur de Longsong Stronghold. L'homme lui laisse un avertissement sinistre. Son entêtement va condamner la ville frontalière. Certes, Roland a une échappatoire VIP si les choses tournent mal, mais les roturiers, eux, sont des cibles faciles. Roland reste calme. Il lui dit en gros « Je sais exactement à quoi je m'engage. On coupe sur Longsong Stronghold, où les nobles snobs ont une petite réunion. » Petrov lâche la bombe. Roland a vendu leurs minerais et acheté assez de provisions pour nourrir toute sa ville cet hiver. Mais attendez, il ne va pas se cacher dans leur forteresse comme d'habitude. Non, le fou absolu construit un mur et prévoit de combattre les bêtes de front. Les nobles perdent la tête de rire. Ils pensent qu'il joue juste dans le bac à sable et que son petit mur va s'effondrer en un instant. Le duc, lui, sirote son vin comme un maître, pensant que s'il échoue, il reviendra à genoux. S'il meurt, eh bien, le cirque est fini. L'ambiance devient très sombre dans la ville frontalière. La pluie tombe à verse, des vibes déprimantes partout. Roland rassemble toute la ville sur la place. Il se lève, revendique son titre de prince et leur dit les choses sans détour. Le fort les a coupés. Pas de nourriture, pas de renfort, juste parce que la mine s'est effondrée. Froid et calculé. Et pour aggraver les choses, les astronomes prédisent un hiver brutal de 4 mois. Ce sera l'enfer. Roland les touche en plein cœur. Il leur rappelle le cauchemar absolu d'il y a 2 ans, comment tout le monde a perdu quelqu'un, un ami, un partenaire, un enfant. Sous la pluie battante, il crie dans la tempête « Que nous reste-t-il à perdre ?» Petrov essaye de jouer le diplomate intelligent, présentant le mur de Roland comme un plan commercial astucieux. Il propose un gagnant-gagnant, acheter le minerai à bas prix et aider à construire le mur. Mais le duc, il se moque de lui ouvertement. Il dit à Petrov que c'est une pensée de petit commerçant. Le duc se fiche éperdument que la ville frontalière prospère ou brûle. Il ne pense qu'à la domination absolue. Tu le croises sur son territoire, tu es écrasé. Prince ou pas prince? Pendant ce temps, dans la boue, Roland retire la bâche d'une énorme réserve de nourriture. Il jure sur son sang royal que le cauchemar est fini. Il appelle à une milice, mais il met son argent là où ça bouchait, payant en espèces et en indemnité de décès. Il met tout sur la table. Geler comme des lâches ou se battre pour votre maison avec fierté. La foule s'enflamme, totalement excitée. Et Anna, elle le regarde, complètement fascinée. On passe à un peu de science basique. Roland enseigne à Anna et Nana, expliquant que l'air est en réalité composé de différents gaz. Il réalise une expérience astucieuse avec une bougie et de l'eau de chaux pour prouver son point. Un gaz alimente la flamme,
l'autre l'éteint. Il devient un peu philosophique, disant que maîtriser le feu est ce qui a séparé les humains des bêtes. Et ensuite, il lâche la vraie bombe de vérité. Les pouvoirs des sorcières ne sont pas une malédiction noire, ce sont juste une force naturelle inexploitée attendant d'être maîtrisée. Juste à ce moment-là, Carter entre, confirmant la livraison de poudre de neige et de glace. Carter se gratte la tête, ne sachant pas à quoi ça sert, mais Roland, il a juste un sourire malicieux. Il prépare quelque chose de grand pour la prochaine expérience. La nuit tombe et l'atmosphère devient tendue. Roland est seul dans sa chambre sombre, se servant un verre de vin. On sent que la lourde couronne et tous ses complots pèsent sur lui. Il s'approche de la fenêtre, la lumière de la lune projetant des ombres sur son visage, et soudain, bam, un assassin masqué surgit des ombres. Une lame froide brille et un poignard est pressé contre sa gorge. Une voix à son oreille « Ne bouge pas ». Mais Roland, il ne fléchit même pas. Sans froid, il dit à son agresseur de se détendre, affirmant qu'il ne veut pas de mal. L'assassin retire sa capuche, révélant une blonde éblouissante. Il exige de savoir qui elle est, et elle montre un emblème mystérieux, la Sainte Montagne. Roland fait le lien instantanément. Il est toujours dans les affaires de sorcières. Il la regarde droit dans les yeux et pose la question qui tue. « Es-tu une sorcière ?» Elle hoche la tête en révélant son nom de code, Nightingale. Mais pourquoi s'introduit-elle dans sa chambre? Ce n'est pas un contrat, mais une visite de remerciement. Nightingale admet qu'elle est d'abord venue ici pour libérer une sorcière capturée. Mais twist, elle a vu que Roland avait épargné la vie d'Anna. En fait, elle l'observe dans l'ombre depuis une semaine, connaissant même la petite Nana, représentant l'association de coopération des sorcières. Elle est ici pour rendre hommage au seul royal qui n'est pas un véritable scélérat. Attends, une semaine entière, Roland soupire, mentalement épuisé à l'idée de cette ninja qui le suit jour et nuit. Ignorant complètement l'arme létale dans sa main, il s'éloigne tranquillement, lui disant que rester debout est trop fatigant et l'invite à s'asseoir. Nightingale est vraiment déstabilisée. Elle s'assoit sur son lit, l'observant comme un puzzle qu'elle ne peut pas résoudre. Roland sourit. « Quoi? Est-ce que j'ai l'air d'un monstre ?» Elle se penche, totalement intriguée. En tant que sorcière, elle peut littéralement voir la peur dans les yeux des gens, mais quand elle regarde Roland, il n'y a aucune panique. Juste une curiosité pure. Elle confirme qu'elle a tout vu de ce qu'il a fait ces 7 derniers jours. Maintenant que le secret est révélé, Roland va droit au but. Quel est ton prochain mouvement? Nightingale décide qu'il est temps de balancer une grosse révélation. Tu te souviens du verre de nuit que la gouvernante lui a apporté? Oui. Il contenait un ingrédient secret, une dose létale d'un poison appelé l'arme des dieux. Elle lui impose une dure réalité. Son propre château est envahi de serpents. Roland est visiblement choqué. Son propre personnel essaie de l'éliminer? Nightingale souligne qu'elle vient de lui sauver la vie. Dans son monde, les faveurs ont un prix. En échange, elle veut emmener Anna. Pour adoucir l'affaire, elle propose même d'assassiner la servante traîtresse, pour être quitte. Prendre Anna et Nana, Roland refuse immédiatement. Les emmener où? Exige-t-il. Nightingale parle de retourner à l'association des sorcières, leur prétendu refuge. Mais Roland souligne immédiatement la faille dans son raisonnement. Elle se dirige vers la chaîne de montagnes infranchissables pour trouver la mythique montagne sainte. N'est-ce pas? Il la regarde comme si elle avait complètement perdu la tête. Il énonce les faits. Les mois des démons ne sont qu'à 2 mois. Ces montagnes vont devenir un enfer glacé grouillant de bêtes démoniaques. Il n'y a aucune chance qu'il laisse ses sorcières tomber dans un piège mortel. Au lieu de ça, il propose une offre audacieuse. Amener toute l'association à la ville frontalière. Elles pourront survivre à l'hiver brutal sous sa protection. Nightingale rit, pensant qu'il est complètement délirant. L'Église les massacrerait s'ils se rassemblaient dans une ville humaine. Elle questionne intensément ses motivations. Pourquoi risquer sa propre vie pour un groupe de sorcières? Roland ne bronche même pas, parce qu'elles sont incroyablement importantes pour moi. L'atmosphère dans la pièce s'alourdit. Réalisant qu'il ne cédera pas et ne remettra pas Anna, les yeux de Nightingale brillent d'une menace glaciale. Si elles sont si importantes, tu ne voudrais pas qu'Anna soit en danger, n'est-ce pas? Roland se fige. Les négociations amicales, elles se sont transformées en situation d'otage. L'ambiance passe de tendue à tragique. Nightingale abandonne enfin son attitude dure et révèle pourquoi elle tient tant à emmener Anna.
Elle parle du jour de l'âge adulte, un véritable cauchemar que chaque sorcière doit affronter à 18 ans. Ce n'est pas une célébration, c'est une sentence de mort. Leur propre magie se retourne violemment contre elles, déchirant leur corps de l'intérieur. Les vaisseaux sanguins éclatent et la douleur est si atroce que beaucoup de sorcières ne survivent pas. Elle meurt en hurlant de douleur, c'est pourquoi elle a besoin de la montagne sainte. C'est leur seule chance de paix éternelle. Leur seul véritable échappatoire à ce destin maudit. Entendant cette dure réalité, Roland prend une décision difficile. Il avale sa fierté et accepte de les laisser partir. S'il faut sauver des vies, il ne les arrêtera pas. Il se dirige vers la chambre d'Anna pour lui annoncer, mais Anna retourne la situation. « Je ne pars pas. » Nightingale est complètement abasourdie. Anna sait exactement ce que signifie le jour de l'âge adulte. Elle connaît la mort agonisante qui l'attend, mais ça lui est égal. Elle a pris sa décision. L'endroit où elle veut être, c'est ici, aux côtés du prince qui l'a sauvée. Une loyauté aussi absolue laisse Nightingale sans voix. La détermination d'Anna change totalement la donne. En voyant cela, Nightingale prend aussi un risque. Elle reste à Bordertown, du moins pour l'instant. Elle veut voir si ce prince est vraiment à la hauteur. Peut-il les protéger quand les démons frapperont? S'il échoue, elle s'en ira immédiatement. Roland sourit et accepte le défi. Avançons au lendemain matin, Roland se réveille, le soleil brille et tout semble normal. Mais à Bordertown, le normal a une durée de vie très courte. Entre Carter, le loyal chevalier de Roland, l'air grave. Il fait le rapport du matin. La première servante a été retrouvée morte, tombée d'un balcon. Carter considère cela comme un tragique accident, mais Roland sait exactement ce qui s'est passé dans l'ombre. Nightingale n'a pas seulement parlé, elle a agi. Jouant le parfait politicien, Roland garde un visage impassible et ordonne un enterrement. Affaire classée, sans question. Roland se rend à son bureau, prêt à commencer la journée, mais trouve son nouvel assassin personnel à sa table, en train de prendre son petit déjeuner. Nightingale le briefe tranquillement entre deux bouchées. Elle a parfaitement orchestré l'accident de la servante et en prime, elle a trouvé une lettre cachée. Il s'avère que l'ordre a été donné par ses propres frères et sœurs royaux, un drame familial classique. Roland essaye de reprendre de l'autorité, lui disant de ne pas toucher à sa nourriture et d'aller à la réunion du matin. Sa réponse? Elle sourit et prend une longue gorgée directement dans son gobelet. On dirait que le prince vient d'avoir un nouveau colocataire très ennuyeux. Les réunions du matin sont toujours ennuyeuses, surtout quand votre comptable annonce une mauvaise nouvelle. Barov annonce la mauvaise nouvelle. Leur dernier commerce de minerais a été un véritable fiasco, laissant le trésor de la ville avec seulement 90 royaux. L'hiver arrive et ils sont presque fauchés, mais Roland ne s'en inquiète pas. Il propose de financer la nouvelle milice de la ville de sa propre poche. Voici Carter, le chevalier loyal, apportant une dure réalité. Bien sûr, ils ont plein de recrues, mais ce ne sont que des paysans et des mineurs pauvres. Ces gars-là ne sauraient pas tenir une épée si leur vie en dépendait. Carter supplie presque d'amener des poids lourds, des nobles chevaliers, notamment un nommé Sir Bowles. Roland lui donne le feu vert, mais le vieux Barov n'est pas convaincu. En utilisant une partie d'échecs intense comme métaphore brutale, Barov explique à Roland la dure réalité politique. Les chevaliers sont des mercenaires en armure brillante. Ils ne risqueront pas leur vie aux côtés de paysans. Ceux qui se battront jusqu'au bout sont ces paysans désespérés, avec tout à perdre. Leur défaut fatal, aucune expérience de combat. Mais Roland esquisse un sourire complice. Il sait qu'ils ne savent pas manier une épée, mais ce n'est pas nécessaire. Il dépose un plan qui va révolutionner la guerre médiévale, un mousquet à silex, l'égaliseur ultime. Les paroles ne coûtent rien, alors Roland se dirige vers la forge avec son arme secrète, Anna. Le plus grand défi pour fabriquer une arme, forger un canon parfait et sans soudure. Il a besoin qu'Anna utilise sa magie du feu pour tracer une ligne droite dans un tuyau en fer. Elle canalise sa magie, la sueur coule et réussit parfaitement. Roland est tellement excité qu'il l'enlace, oubliant complètement les limites royales. Il sait exactement ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas juste fabriqué un tuyau, ils ont lancé une nouvelle ère industrielle. Roland retourne dans sa chambre, seulement pour trouver son ombre, Nightingale, tranquillement installée. Il commence à en avoir assez de cette routine de stalker, mais elle s'en moque. Elle fait juste son travail, le protégeant, lui et Anna.
Elle lui lance négligemment un rouleau qu'elle a pris dans son bureau. Roland essaye de rester cool, comme si ce n'était pas grave, mais la dynamique change clairement. Nightingale abandonne son rôle d'assassin pour un instant, admettant qu'elle le respecte et qu'elle apprécie la façon dont il traite Anna. On dirait que le prince et l'assassin forment lentement une solide équipe. Il est temps de jouer la politique. Roland et Carter arrivent à la somptueuse demeure de Sir Bull. À l'intérieur, autour d'un festin, Roland demande aux nobles d'aider à défendre la ville. La réponse de Bull, un non plat et irrespectueux. Il se moque de l'idée que ces chevaliers d'élite combattent aux côtés de la racaille paysanne. Et pour enfoncer le clou, il leur lance une seule pièce d'or comme généreuse donation. C'est une énorme gifle. Carter est furieux, prêt à exploser, mais Roland reste impassible. Il accepte l'insulte avec un visage de poker et sort. Dehors, Carter s'excuse pour l'humiliation et pose la question cruciale. Sans chevalier, comment entraînons-nous les paysans ? Roland fixe simplement l'horizon, un éclat dangereux dans les yeux. Ne t'inquiète pas, j'ai mes propres méthodes. L'argent pousse les gens à faire des choses folles. Non, on passe au camp de la milice où des communs et des tailleurs de pierre se regroupent. Un gars nommé Vanner est assailli par ses amis. Pour eux, ce n'est pas un appel patriotique. C'est juste de l'argent facile. On parle de 10 royaux d'argent par mois, plus de la nourriture gratuite, juste pour faire quelques petits boulots pour les chevaliers. Leur plan, si la situation devient tendue sur le champ de bataille, ils vont se tirer. Vanner a les yeux rivés sur le prix. Amasser assez d'argent pour épouser sa fille Shirley de la taverne. Il plaisante sur l'indemnité de 30 pièces d'argent. C'est marrant jusqu'à ce qu'un officier leur crie de se ranger en ligne. Le brouhaha s'arrête instantanément. Son Altesse Roland Wimbledon, le 4e prince du Château Gris, monte sur scène. Fini les blagues. Sa seule présence impose un respect absolu dans la cour. Le vrai patron est arrivé. Roland ne perd pas une seconde. Il les nomme officiellement milice de la ville frontalière. Mais voici le hic. Ils doivent affronter 1 mois et demi de camp d'entraînement rigoureux. Pour les motiver, s'ils réussissent l'exercice du jour, chacun aura un œuf supplémentaire pour le déjeuner. Pour ces paysans affamés, un œuf, c'est comme de l'or. La foule s'enflamme. Puis, Roland sort sa première carte maîtresse du jour et présente leur nouveau capitaine. Voici Ironax. Les locaux le connaissent bien. C'est le chasseur le plus redoutable de la ville. Mais Twist, c'est un homme du désert, un étranger. Ensuite, Roland lâche une énorme bombe. Quiconque excelle à l'entraînement ou se bat comme un bête sur le champ de bataille obtient un grade officiel, peu importe son origine. Le prince détruit littéralement les anciennes règles de la noblesse. Tout repose sur le mérite maintenant. Ironax prend les rênes, prêt à mettre ses novices en forme. Le premier essai, rester parfaitement immobile. Ça a l'air d'une blague. Pas du tout. Ironax exige une posture militaire absolue. Poitrine en avant, ventre rentré, bras collés le long du corps pendant une demi-heure. Sous un soleil brûlant, la réalité les frappe comme un camion. La sueur coule, les muscles se contractent, et c'est le silence total. Ils ne combattent même pas encore des monstres. Ils luttent contre leur propre corps faible. Et ils endurent toute cette douleur juste pour le goût de cet œuf promis. Tenez bon un peu plus longtemps. Le temps est écoulé. Ces mots résonnent comme de la magie. Les recrues s'effondrent complètement sur l'herbe, épuisés. Vanner est abasourdi, réalisant que ne rien faire est en fait plus épuisant que de porter des pierres toute la journée. En reprenant leur souffle, la paranoïa commence à s'installer. Vont-ils vraiment obtenir cet œuf ou le prince va-t-il se dégonfler? Soyons réalistes. Les nobles sont connus pour parler et revenir sur leurs paroles. Mais ensuite, les rouages commencent à tourner dans leur tête. Ce prince est différent. Faire d'Ironax un homme de sable prouve que Roland se moque des nobles. Le moment de vérité est arrivé. Voyons si Roland tient ses promesses. Tout le monde reçoit un œuf. La foule s'enflamme, mais le prince Roland n'a pas fini. Restez en position pendant 1 heure. Le prix, un 2e œuf. Le twist brutal, si un seul bouge, toute l'équipe échoue. C'est une guerre psychologique. Ce n'est plus une question d'endurance personnelle, c'est la pression des pairs. Pour ce 2e œuf, Vanner et les gars sont prêts à tout donner. Une autre bataille se prépare. Il veut leur apprendre l'escrime et remet en question la direction d'un outsider. Roland ne forme pas des chevaliers. Il forge une armée moderne et disciplinée. Carter pense que c'est inutile.
Mais Roland sait que l'éducation est la clé. Les paroles sont faciles, mais un ventre plein achète la loyauté. Le déjeuner arrive. C'est drôle mais tragique, montrant la dureté de leur vie. Les plaintes disparaissent. Vanner résume parfaitement. Peu importe les tours du prince, tant que la nourriture arrive. Carter donne à Ironax le menu de l'après-midi, un jogging autour de la ville. Si un gars abandonne, les autres doivent le traîner. Pas d'homme laissé derrière. Je te conseille de ne pas dormir trop profondément. Oh là là, quel cauchemar le prince prépare-t-il encore? Le soleil de l'après-midi est brutal, et le test final commence. 3 tours de ville avant le coucher du soleil. Ça a l'air simple? Faux. Ces gars-là sont à bout de nerfs. Ironax clarifie les règles. Soutenez-vous, personne ne lâche, sinon le 3e œuf disparaît pour tout le monde. On voit Vanner, son réservoir est vide et il tombe. Mais ensuite, la guerre mentale commence. Il se souvient de ce déjeuner divin. Il va vraiment laisser tomber l'équipe? Regarde son visage. Une douleur pure se transforme en volonté désespérée. Il traîne littéralement son corps brisé dans la terre pour cet œuf. Lève-toi, Vanner. La ligne d'arrivée ressemble plus à un champ de bataille. Des corps partout. Épuisement total. Ironax et Carter comptent les têtes et la tension est palpable. 3 hommes manquent. Ont-ils abandonné? Mais attends, regarde l'horizon. Les gars manquants émergent du coucher de soleil, portant littéralement Vanner à la ligne d'arrivée. C'est exactement ce que voulait Roland. Il les a forcés à créer une vraie fraternité. Carter regarde cette équipe meurtrie et rend son verdict. Tout le monde a franchi la ligne. Entraînement terminé. La foule devient folle. Ils ont sécurisé l'œuf. La nuit tombe et l'ambiance se transforme en festin. Le feu de camp crépite et ces gars mangent comme des rois après avoir survécu à l'enfer. Même Ironax se détend, disant qu'il pourrait s'endormir instantanément. Carter acquiesce, mais lâche ensuite un retournement brutal avec un visage impassible. Il y a une dernière session ce soir. Ironax est stupéfait. Le prince convoque une assemblée d'urgence à minuit. Il pense que le cauchemar est terminé, mais Roland est sur le point de les réveiller. Transition du camp bruyant à la tranquille nuit à l'intérieur du château. Anna apparaît, questionnant le plan de Roland puisqu'il paye la milice de sa propre poche. Roland lâche une vérité. Ça protège la ville, ça en vaut la peine. Elle insiste. Pourquoi leur apprendre à lire? Sa réponse est au cœur de l'histoire. L'éducation leur donne une raison de se battre, un but, pas juste de la nourriture. Ses yeux s'adoucissent en parlant des sorcières, la voix tremblante. Ce ne sont que des âmes brisées survivant dans un monde qui les déteste. Avançons. Roland est seul, l'atmosphère pesante. Il déballe un long objet mystérieux. Ce n'est ni une épée, ni de la magie. C'est de l'acier froid et dur. Il essuie soigneusement le canon et inspecte une balle en plomb. Le prince ne forme pas seulement une armée, il modernise l'époque. L'ère des épées est officiellement terminée. Les bêtes démoniaques ne sauront même pas ce qui les frappe. Le jeu a changé. Au fond des bois, Roland dévoile enfin son chef-d'œuvre technologique, le mousquet. Carter le regarde avec scepticisme, pensant que c'est juste une arbalète maladroite. Mais Roland sourit et révèle le véritable ingrédient secret, la poudre à canon. Versez la poudre noire, enfoncez la balle en plomb dans le canon, verrouillez et visez. Carter tient l'arme lourde. La tension dans la forêt est palpable. Il prend une profonde inspiration, plante ses pieds et tire. Boum! Un bruit assourdissant résonne et une épaisse fumée envahit l'air. Quand la fumée se dissipe, cette lourde armure de chevalier est éclatée comme si elle était en papier bon marché. Tout le monde est là, bouche bée. Ironax est complètement abasourdi. On voit la tragédie dans ses yeux. Il sait que si ses frères tombés avaient eu cette puissance, ils seraient encore en vie. Carter demande avec impatience sur la production de masse, encore sous le choc, et Roland confirme calmement que d'autres sont en cours de fabrication avant l'hiver. Pour vous, l'arme la plus puissante sera toujours la confiance et la loyauté indéfectibles. Il leur remet les fusils, précisant qu'ils ne remplacent pas ses guerriers. Ils sont officiellement dévoués au prince pour toujours. Pendant ce temps, ignorant l'armée futuriste de Roland, les détracteurs s'amusent dans leur bastion. Ils se moquent de sa milice, raillant le fait qu'il motive des paysans avec des œufs au lieu d'engager de vrais nobles.
Le noble arrogant est convaincu que Roland va céder et venir pleurer pour leur aide quand les bêtes d'hiver attaqueront. Mais le vieux duc qui les observe ne rit pas. Il est froid et calculateur. Il admet que les murs de Roland peuvent être fragiles et son armée avoir l'air pitoyable, mais il lance une menace glaçante. Pourtant, je ne lui donnerai pas la moindre chance de survivre. Une tempête politique mortelle se prépare, et ces nobles n'ont aucune idée de la puissance de feu que possède Roland. Le soleil se couche sur la ville frontalière, et étonnamment, la milice hétéroclite ressemble à une vraie armée. Même Ironax les remet en forme. En observant de loin, Greyhound n'en croit pas ses yeux, mais il sait une chose, son meilleur ami Brian a sa place là-bas. Avec le talent de Brian à l'épée et ses compétences équestres, il pourrait gagner la faveur du 4e prince. Brian a toujours rêvé d'être chevalier, et en ce moment, le prince a l'air d'un boss digne de servir. Brian est excité, demandant à Greyhound de le rejoindre pour devenir chevalier ensemble. Mais Greyhound, c'est un gars simple. Il n'a pas besoin de titres prestigieux, il veut juste protéger leur maison aux côtés de son meilleur ami. C'est un moment de camaraderie, mais dans ce monde, les moments heureux sont souvent le calme avant la tempête. Avançons jusqu'à la patrouille de nuit et les choses prennent rapidement une tournure sombre. Brian et Greyhound entrent dans une réunion louche dirigée par leur soi-disant capitaine. Il s'avère que l'oncle du capitaine est proche du duc et le duc est furieux que le 4e prince s'impose sur son territoire. Il veut remettre le prince à sa place. Mais comme assassiner la royauté est un aller simple vers l'échafaud, ils ont un plan plus sale. Frappez-le là où ça fait mal, l'approvisionnement alimentaire. En brûlant les rations juste avant les mois de démons, le prince sera contraint de battre en retraite. La récompense, la chevalerie et des terres de choix. Mais Greyhound n'est pas d'accord. Brûler la nourriture signifie condamner toute la ville à mourir de faim pendant un hiver brutal de 4 mois. Le capitaine et ses voyous cupides se moquent de savoir si les locaux mangent de la terre tant qu'ils sont payés. Mais voici le hic. La nourriture est bien gardée dans le château du prince. La seule raison pour laquelle le capitaine les a fait venir, il sait que Greyhound avait l'habitude de passer par un puits abandonné qui mène directement au jardin du château. C'est la porte dérobée parfaite. Le capitaine leur offre le meilleur pot de vin. Faites ça et vous obtiendrez vos titres de chevalier. Mais Greyhound reste ferme. Il lâche des vérités lourdes, déclarant que de vrais chevaliers luttent contre l'injustice et protègent les faibles. Quiconque prêt à sacrifier des vies innocentes pour une rancune mesquine ne mérite pas le titre. C'est un discours badass, et cela lui coûte la vie. Avant qu'il puisse réagir, il se fait poignarder dans le dos. Une lame lui transperce le dos. Alors que son meilleur ami se vide de son sang devant lui, Brian est figé par le choc. Avec 2 lames à la gorge, le capitaine fait clairement comprendre « Obéissez ou vous êtes le prochain ». Le rêve de la chevalerie honorable vient de se transformer en un cauchemar éveillé. Brian marche dans les tunnels sombres aux côtés des mêmes traîtres qui viennent de tuer son meilleur ami. Alors qu'ils avancent dans l'ombre, les mots de Greyhound résonnent comme un fantôme douloureux. Il se souvient de son pote qui le soutenait, croyant fermement que Brian serait un chevalier légendaire pour le prince. Mais Greyhound ne se souciait pas de la gloire. Pour lui, se battre côte à côte pour protéger leur foyer était le véritable prix. Le sang de son ami est encore chaud, et ses souvenirs déchirent Brian de l'intérieur alors qu'il marche silencieusement parmi les tueurs. L'équipe d'assassins du capitaine s'enfonce, utilisant le puits abandonné pour pénétrer dans les entrailles du château. Ils passent devant d'énormes machines complexes, une technologie étrange qu'ils ne peuvent même pas comprendre, se dirigeant droit vers l'entrepôt de nourriture sous la cuisine. Mais derrière son regard vide, Brian mène une guerre dans sa tête. Le capitaine pense avoir Brian sous contrôle, complètement brisé, mais il a gravement sous-estimé un homme qui vient de perdre son frère d'armes. Chaque pas que fait Brian est alimenté par une rage pure et indomptée. Il n'est pas là pour brûler de la nourriture, il est là pour peindre les murs avec leur sang. Une fois dans l'entrepôt, Brian craque complètement. Il sort son épée, refusant de laisser ses traîtres affamer sa ville, et lance une attaque désespérée en solo pour venger Greyhound. Il se défend bien, tranchant à travers les sous-fifres, mais ensuite le boss final sort de l'ombre. Voici Lord Viper, le chevalier infâme de Longsong Stronghold. Il s'avère que le duc Ryan a envoyé son meilleur homme pour s'assurer que le travail soit fait. Viper est d'un tout autre niveau. Il surpasse facilement Brian, le faisant tomber sur le sol froid en pierre.
La vérité brutale, Brian n'obtiendra jamais de chevalerie. Il a été amené ici pour être le bouc émissaire parfait, l'incendiaire qui a mis le feu et est mort dans les flammes. Alors que Brian perd son sang, sa vision s'estompe, il s'excuse mentalement auprès de Greyhound. Il n'a pas pu devenir chevalier, et il n'a même pas pu venger son ami. Un désespoir absolu. Mais juste au moment où le capitaine s'apprête à porter le coup fatal, une voix glaciale résonne dans la cave. Une silhouette mystérieuse en manteau s'avance. Viper sourit, pensant que c'est juste une fille au mauvais endroit au mauvais moment, et se jette sur elle. Grosse erreur. En un clin d'œil, avec une vitesse surnaturelle, elle traverse les ombres et tranche proprement le bras de Viper. Avec son œil rouge brillant perçant l'obscurité, elle regarde les élites ensanglantées et lâche la réplique la plus marquante de l'épisode. Rate venue des égouts, éloignez vos pattes sales de mon poisson séché. La sorcière est dans la maison et le cours est officiellement terminé. Brian se réveille en sueur froide, enveloppé de bandages, mais le cauchemar n'est pas fini. C'est juste différent. Le quatrième prince lui-même se tient à côté de son lit avec son cercle rapproché. Roland fait de lourdes éloges, appelant Brian le héros absolu de Bordertown pour avoir sauvé les réserves de nourriture, mais ces mots ont un goût de cendre dans la bouche de Brian. Il craque, des larmes coulant sur son visage, étouffant qu'il est le véritable héros. C'est un moment de culpabilité de survivant, mais Roland montre pourquoi c'est un patron que l'on veut suivre. Il n'offre pas seulement de la sympathie vide, il promet à Greyhound des funérailles honorables et jure de s'occuper de sa famille pour la vie. Il confirme avoir capturé le capitaine et le chevalier d'élite, promettant une justice brutale, puis il annonce la récompense ultime. Une fois l'hiver terminé, Brian obtiendra cette chevalerie. Il l'a méritée dans le sang. Mais au moment où le prince sort de la pièce, l'ambiance passe de l'émotion au pur jeu politique. Roland jure d'exécuter les criminels, mais son ministre Barov lui rappelle une dure réalité. Dans ce système féodal tordu, la justice a un prix. Parce que le capitaine a des liens de sang avec un baron, et Viper est un chevalier d'élite au service du duc Ryan, la loi leur permet d'acheter leur sortie de l'échafaud avec de l'argent de restitution. Barov conseille de jouer la sécurité et d'attendre le prochain mouvement du duc. C'est un jeu corrompu où les riches échappent au meurtre. Mais Roland n'est pas un royal ordinaire. Tout en jouant le jeu politique en surface, il ordonne secrètement à son fidèle chevalier Carter d'amener Nana, la sorcière guérisseuse, pour soigner Brian discrètement. Il garde ses cartes près de sa poitrine. Juste à temps, la corruption entre par les portes de la salle du trône. Voici le baron Boris, donnant une leçon de fausses excuses. Il fait comme si son neveu, le capitaine traître, avait juste commis une petite erreur en s'introduisant dans le château et en essayant de brûler la ligne de vie de la ville. Pour apaiser les choses, Boris glisse nonchalamment un coffre plein de pièces d'or sur la table comme restitution, en gros, un pot de vin légal pour acheter la vie d'un meurtrier. Mais Boris devient avide. Il mentionne le chevalier capturé, Viper, feignant d'ignorer comment la garde d'élite d'un duc s'est retrouvée dans cet accident. Avec un sourire gluant, Boris offre 50 pièces d'or supplémentaires pour acheter la liberté de Viper, demandant au prince de faire preuve de clémence. Il s'attend pleinement à ce que Roland prenne l'argent et étouffe la trahison. La tension est palpable. Le prince va-t-il mordre à l'hameçon ou ce baron va-t-il apprendre une leçon douloureuse? La tension dans la salle du trône est à son comble. Le baron Boris pense avoir le prince dans sa poche avec un coffre d'or, s'attendant à ce qu'il balaye la trahison sous le tapis. Roland joue le jeu un instant, acceptant de traiter la tentative d'assassinat comme un acte personnel pour éviter une guerre directe avec le duc. Mais ensuite, il renverse complètement la situation. Au lieu de prendre le pot de vin, il condamne les traîtres à mort par pendaison, avec effet immédiat. Le baron panique et essaie de sortir l'ultime carte de sortie de prison. Les crimes nobles peuvent être pardonnés au nom de Dieu. Roland ne bronche même pas et lâche la réplique la plus froide de la saison. Si les pardonner est la volonté de Dieu, alors je les enverrai rencontrer Dieu, absolument sauvage. Il force même le baron terrifié à assister à l'exécution. Dans la place du village, Roland tisse un récit de relations publiques magistrales, en pendant publiquement les élites et en élevant Brian et Greyhound au statut légendaire. Plus tard dans la nuit, Roland se détend sur le balcon quand Nightingale sort de l'ombre. Ils partagent un moment de respect mutuel et Roland décide de tenter sa chance professionnellement.
Il lui propose un vrai poste comme son garde du corps personnel, avec un salaire mensuel, des week-ends libres et des congés payés. Nightingale reste là, complètement abasourdie par ses droits du travail moderne. Mais les choses deviennent très profondes très vite. Elle dénonce son hypocrisie. Comment peut-il exécuter des nobles au nom de Dieu tout en protégeant des sorcières, ce qui va à l'encontre de tout ce que l'Église enseigne? Roland ne se retient pas. Il lâche une vérité théologique lourde. Il sépare l'Église corrompue de la véritable divinité, déclarant que la justice doit être aveugle au statut. Il fait ce qui est juste pour son peuple. Et sa déclaration finale, si Dieu ne comprend pas cela, alors il n'est pas Dieu. Nightingale est complètement sans voix. Ce n'est pas juste un prince, c'est un révolutionnaire. Sous un immense arbre magnifique sur une colline ensoleillée, Brian visite la tombe de Greyhound. La douleur émotionnelle est lourde ici. Il a apporté des lys blancs et il apporte des nouvelles douces amères. Le prince a tenu sa promesse. Brian va enfin recevoir la chevalerie dont il rêvait. Mais la victoire semble vide, sans son meilleur ami pour la partager. Dans une promesse déchirante, Brian jure de brandir son épée et de protéger la ville frontalière de toutes ses forces. Il perpétue la volonté de Greyhound. Il dit un dernier adieu à son frère d'armes. La ville est en sécurité, mais les cicatrices sont permanentes. Le duc Ryan est furieux. Roland vient d'exécuter ses hommes et le duc est prêt à marcher sur la ville frontalière. Mais son jeune conseiller intervient avec une logique implacable. On ne déclare pas la guerre au sang royal sans conséquence. Il présente un plan en 3 étapes impitoyables. D'abord, jouer la carte de la terre brûlée. Accumuler toute la nourriture et les gens dans le fort pour affamer Roland. Ensuite, verrouiller les points stratégiques pour bloquer tout renfort. Troisièmement, attendre. Les mois de démons approchent. Pourquoi gaspiller des troupes quand les hordes monstrueuses peuvent faire le sale boulot gratuitement? Si Roland survit à l'hiver, ils l'écraseront et blâmeront sa mort sur les bêtes. C'est une stratégie impitoyable. Le duc est convaincu. Roland est officiellement sous pression. Pendant ce temps, à la ville frontalière, Roland s'apprête à changer ce monde médiéval pour toujours. Il réunit son cercle intime pour dévoiler son atout majeur. Il donne le signal à Anna qui utilise sa magie du feu pour allumer le four. Alors que l'eau bout et que les engrenages commencent à tourner, l'équipage est ébloui. Roland présente officiellement la première machine à vapeur. Le chevalier en chef Carter observe les grandes roues tourner et réalise la vérité terrifiante. La puissance brute de cette machine rend une escouade de chevaliers d'élite risible. Il faut 15 ans pour former un chevalier, mais seulement quelques jours pour construire cette bête. Carter commence à avoir une crise existentielle, se demandant si les chevaliers sont obsolètes, mais Roland met rapidement fin à cela. La chevalerie est un esprit, pas seulement monter à cheval. Mais Roland ne va pas encore utiliser cette technologie sur le champ de bataille. Il joue sur le long terme. L'objectif immédiat? Dynamiser leur économie. Il ordonne le déploiement de la machine à la mine de North Slope. On assiste à un montage épique de rails posés et de la machine à vapeur transportant des charges lourdes. Le travail manuel est instantanément réduit et l'efficacité de production atteint des sommets. Les mineurs acclament, totalement enthousiasmés par cette bête mécanique. Mais Roland sait mieux que quiconque. Avec un grand pouvoir viennent de grands risques. La vapeur à haute pression est un véritable piège mortel si elle explose. Il établit immédiatement des protocoles de sécurité stricts. La ville frontière entre dans la révolution industrielle et ses ennemis n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le calme avant le chaos. Petite Nana a peur de la possession démoniaque. Son esprit est rempli d'histoires effrayantes. Mais Anna, elle est différente maintenant. Elle pensait que la mort était sa seule issue jusqu'à ce que Roland lui donne une raison de se battre. Elle a partagé une sagesse profonde. Il faut trouver sa raison de respirer, même si c'est juste pour survivre. Nana, malgré sa peur, veut prouver sa valeur et aider le prince. Boum. Réveil brutal. Carter fait irruption et l'ambiance s'effondre. Un ouvrier a ignoré les protocoles de sécurité de la machine à vapeur et le contremaître Ironhead a reçu une pleine phase de vapeur brûlante. C'est grave, comme ne pas survivre à la nuit. Roland n'hésite pas. Il ordonne de faire venir Nana. Barov commence à transpirer, avertissant qu'exposer une sorcière aux mineurs va compromettre leur couverture. Mais Roland, une énergie de leader absolue.
Il refuse de laisser la peur freiner sa révolution industrielle. Il privilégie la vie à l'ombre. Nana arrive et l'horreur est digne d'un film d'horreur. Elle est paralysée. Roland intervient en parlant doucement, lui disant de traiter cela comme un animal blessé. Elle canalise sa magie et l'énergie verte lumineuse recoue littéralement la chair fondue. C'est un miracle parfait. Mais les mineurs ignorants, ils appuient immédiatement sur le bouton de panique. Pouvoir démoniaque. Une sorcière. Roland s'avance au milieu de la foule, totalement intrépide. Il lâche une énorme vérité. Tout ce que l'Église vous a dit est un mensonge. Les sorcières ne sont pas des monstres. Ce sont nos alliés ultimes, et elles se battront pour défendre cette ville. Carter soutient son roi, criant à la foule d'ouvrir les yeux. Elle vient de sauver une vie. Les vrais méchants? Les nobles corrompus et l'Église. Le récit a officiellement changé, mais il n'y a pas de temps à perdre. Barov lance une autre bombe sur la situation. Le père de Nana, le baron Pine, vient de prendre d'assaut le château. La nouvelle est répandue. Il sait que sa fille est une sorcière, et la situation devient hostile. Roland dit à Anna de rester en arrière et de s'occuper des enfants. Il se retourne. Son attitude devient glaciale. Il met sa couronne. Le secret est révélé. La lune de miel est finie et la guerre politique a commencé. Allons le rencontrer. Baron Pine entre dans la salle du trône. La tension est palpable. Il est en panique, exigeant que Roland lui rende Nana. Il pense que le prince a arrêté sa fille pour sorcellerie. Carter se prépare à l'affronter, mais le baron lâche une révélation. Il crie qu'il se moque de l'Église et veut juste protéger sa fille. Roland désamorce la situation. Il révèle qu'il n'a pas amené Nana ici pour lui faire du mal. Le baron s'incline, s'excusant d'avoir failli commettre une trahison. Juste à ce moment, Nana entre en courant dans les bras de son père. Le baron raconte une histoire drôle sur Nana guérissant un chat écrasé. Grâce à sa magie, le chat s'est enfui comme un Olympien. Roland fait sa proposition. Il demande au baron de laisser Nana rester en ville frontalière, mais le baron refuse catégoriquement. Il pense qu'elle n'est qu'une enfant jouant à la vétérinaire et il a peur du danger. Il veut l'emmener au bastion. Il suggère que le vrai danger n'est pas seulement les bêtes démoniaques, mais l'attaque imminente du duc. Il ne peut pas les laisser partir. Le baron se prépare à une chasse aux sorcières, mais les mineurs s'agenouillent, remplis de gratitude. Ironhead appelle Nana sa déesse, la remerciant de lui avoir sauvé la vie. Ils ne l'oublieront jamais. Dans la cour, Roland joue son ultime coup psychologique. Il ne se contente pas de donner des ordres, il valide l'existence du baron. Roland souligne que le baron n'est pas un noble gâté. Il porte toujours son armure marquée par les combats et son épée. Le baron est déchiré, voulant renvoyer Nana au bastion. Mais Roland brise cette illusion avec une dure réalité. Mais ici, dans la ville frontalière, les gens vénèrent littéralement le sol qu'elle foule comme un ange gardien. Pour sceller l'accord, Roland promet de se battre sur les lignes de front, jurant sur sa couronne que si la ville tombe, Nana sera la première évacuée en sécurité. Submergé par ce leadership indéniable, les défenses du baron s'effondrent. Il tombe lourdement à genoux, jurant sa vie, sa lame et sa loyauté au prince. Le temps presse et la ville frontalière passe en mode surmultiplié. On assiste à un montage d'entraînement intense, des forgerons martelant sans relâche l'acier mortel et la milice s'entraînant à des manœuvres brutales. Des balles sont produites par milliers pour constituer un arsenal sans précédent. Même les gardes d'élite et les mercenaires sont plongés dans des cartes de guerre. Chaque âme, du mineur le plus humble au chevalier en chef, s'active. Il ne se prépare pas seulement à une tempête hivernale, il forge une forteresse imprenable. Pendant ce temps, dans les ombres glaciales du château, une toute autre guerre psychologique se prépare. L'assassin mortel, Nightingale, s'introduit dans la chambre d'Anna et Nana comme un fantôme se détachant de l'obscurité. Elle essaie de recruter Anna, lui avertissant qu'elle ne survivra pas à l'hiver apocalyptique seule. Même avec ses réserves de magie terrifiantes, Nightingale parle à voix basse de la Sainte Montagne, une utopie légendaire où les sorcières peuvent enfin vivre libres, loin des cages et préjugés des hommes normaux. Mais Anna n'en veut pas. Elle rejette complètement l'assassin, racontant sa propre histoire tragique. Elle se souvient de l'odeur suffocante de la fumée lorsque sa mère est morte dans un incendie et de la trahison ultime quand son propre père l'a vendue au bourreau pour une misérable somme de 25 pièces d'or. C'est Roland qui l'a sortie de cet enfer.
Avec une loyauté pure et inébranlable dans ses yeux bleus, Anna déclare qu'elle n'a plus besoin de fuir. Elle a déjà trouvé sa montagne sainte et elle est ici, dans la ville frontalière. Juste au moment où elle prononce cette phrase percutante, la petite Nana s'exclame et pointe la fenêtre glacée. De petits flocons blancs glacés commencent à tomber du ciel noir. La neige est enfin là. Les mois redoutés des démons ont officiellement commencé. Avant de terminer la vidéo d'aujourd'hui, je veux adresser un grand merci à notre tout premier membre de la chaîne. J'apprécie vraiment que tu nous rejoignes et soutiennes la chaîne.